C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous allons commencer ce matin cette revue de la presse par un titre rafraîchissant et chantant qui d'ordinaire aurait plutôt même clôturé cette revue. Mais ce matin, alors que les grands titres des quotidiens ne sont pas, dirons-nous, d'une importance dramatique, nous avons voulu faire honneur à celle qui représentera Israël lors du prochain concours Eurovision de la chanson en Hollande, aux Pays-Bas. Elle s'appelle Eden, elle est d'origine éthiopienne, elle a une voix fantastique, impressionnante de chaleur et de netteté, et c'est donc elle qui a remporté hier soir le concours de la prochaine étoile, Kochav Haba, qui sélectionne celui ou celle qui représentera Israël à l'Eurovision, et ce depuis les 5 dernières années. Eden l'a emporté sur 2 très jeunes concurrents, candidats, un jeune garçon de 17 ans, et Elali, une jeune fille de 16 ans à peine, qui ont également subjugué les juges et le public tout au long de la saison. Et là, Elana, c'est son nom, n'a pas caché son émotion. Eden Elana, pardon, n'a pas caché son émotion au moment de l'annonce de sa victoire. C'est en effet la première fois qu'une jeune fille d'origine éthiopienne représentera Israël à l'Eurovision. Les quotidiens la saluent ce matin. Le Yediot Aharonot nous la montre en train d'être enlacé par sa famille et titre d'un seul mot, Eden. Et quant au Israël Hayom, eh bien, il annonce cette victoire. Il nous renvoie pour les détails en dernière page. Le site Ynet lui souligne que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a tweeté pour féliciter Eden pour sa victoire. Mais revenons à l'actualité politique ce matin avec un titre qui s'étale à la une de tous les quotidiens israéliens et en page d'ouverture de tous les sites d'information, la commission parlementaire de la Knesset, celle qui avait été formée il y a quelques semaines à la demande du Parti bleu-blanc à l'origine pour repousser la requête d'immunité parlementaire déposée par Binyamin Netanyahou. Bien, cette commission a voté hier en faveur du maintien de l'immunité de l'ancien ministre Likoud Chaim Katz. 16 députés ont voté en faveur de ce maintien de l'immunité, 10 contre et 4 se sont abstenus. Annonce le Yediot Aharonot en première page. Les journaux nous rappellent à cette occasion que M. Netanyahou avait finalement décidé mardi dernier de retirer sa demande d'immunité après avoir compris qu'elle n'avait aucune chance d'être adoptée par une telle commission. Mais comme par enchantement, ceux des députés bleu-blanc qui avaient promis de voter pour la levée de l'immunité de Binyamin Netanyahou ont voté contre la levée de l'immunité de Chaim Katz. Ceux qui, comme l'ont fait remarquer certains observateurs, prouvent que cette commission n'avait pas d'autre objectif que de s'en prendre personnellement à Binyamin Netanyahou, sans rapport avec les chefs d'accusation qui lui sont reprochés. En effet, Chaim Katz est lui aussi accusé de chefs d'accusation semblables à ceux du Premier ministre. Les délibérations de la commission ont duré près de 10 heures en présence du conseiller juridique du gouvernement. Chaim Katz s'en est pris d'ailleurs à Mandelblit et lui a reproché d'avoir monté un dossier d'accusation sans le moindre rapport, a-t-il dit, avec la réalité. L'Israël Hayom souligne que désormais c'est la plénière qui doit voter, probablement également en faveur du maintien de l'immunité, et qu'au bout du compte, comme c'est souvent le cas en Israël, c'est la Cour suprême qui tranchera. En marge de cette affaire, Boassan Gero écrit dans la page éditoriale du Israël Hayom que le conseiller Mandelblit doit poser des limites claires aux enquêteurs de la police, des enquêteurs qui parfois violent l'intimité de certains suspects. Et puisque nous parlions de la Cour suprême à l'instant, c'est elle qui décidera aujourd'hui s'il faut invalider la candidature de la députée arabe israélienne Hiba Yazbek, qui avait cautionné à certaines occasions le terrorisme palestinien. Le dossier de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les localités juives de Judée et de Samarie reste toujours d'actualité, et dans l'entourage du Premier ministre, on espère que les Américains assoupliront leur position, ou plutôt leur opposition, et permettront à Binyamin Netanyahou de faire voter avant les élections du 2 mars une résolution en faveur de cette souveraineté, même si elle ne devrait être imposée que dans certaines des localités de Judée et de Samarie. En attendant, le monde arabo-musulman, qui était resté relativement passif au moment de l'annonce du plan de paix américain, semble se mobiliser. La chaîne 12 nous a indiqué hier soir que la Tunisie et l'Indonésie, qui siègent actuellement dans le Conseil de sécurité, ont déposé une demande devant le Conseil afin qu'ils débattent de ce dossier et s'expriment clairement contre toute forme de souveraineté israélienne. Le débat devrait avoir lieu, mais la chaîne 12 précise que les Américains imposeront, quoi qu'il advienne, leur veto à toute résolution de ce type.
Le Israël Hayom lui aussi évoque le plan de paix américain, mais c'est pour insister en manchette sur l'opposition farouche à ce plan exprimé par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Confrontation entre Borrell et Israël, titre le Israël Hayom, qui souligne que c'est le retour d'Iran, où il a rencontré le président Hassan Rouhani, que Borrell a mis en garde Israël face à toute démarche de souveraineté sur les implantations juives. La réaction israélienne a été très ferme et elle n'a pas tardé. Si vous mettez vos menaces à exécution, nous vous écarterons de tout processus de paix. Et le Israël Hayom de souligner que ces menaces européennes sont limitées, en effet, en raison de l'opposition de plusieurs pays d'Europe centrale, en particulier la Hongrie, la Roumanie et la Tchéquie, à une telle démarche anti-israélienne. La position de l'Europe ne devrait pas avoir d'effet immédiat. Et ceci étant, le Israël Hayom saisit cette occasion pour révéler que l'Union européenne finance actuellement une campagne entre guillemets gauchisante, appelle-t-il cela, en faveur des russophones israéliens. Elle a accordé en effet l'Union européenne une allocation exceptionnelle de quelques 500 000 euros, ce qui n'est pas rien, une ONG israélienne, Morachetenu, notre héritage, afin que celle-ci soutienne le processus de paix et abandonne une approche négative envers le narratif traditionnel des Palestiniens, en particulier donc auprès de la communauté russophone en Israël. Et puisque nous parlions des États-Unis à l'instant, la presse israélienne se penche ce matin sur ce que les journaux appellent en chœur la farce des primaires démocrates dans l'État d'Iowa. En effet, plus de 24 heures après la fin du vote, on ne connaît pas encore précisément qui a remporté les primaires dans le camp démocrate. Il s'avère que l'application installée dans les portables des électeurs démocrates n'a pas tenu le choc et les résultats définitifs devaient être publiés d'un instant à l'autre. Il nous faut donc nous retourner pour cela vers les sites d'information, et le site Ynet indique que c'est un illustre inconnu, Pete Buttigieg, j'espère que je prononce son nom convenablement, qui est en tête, avec Bernie Sanders en seconde position, Elizabeth Warren en troisième et Joe Biden, l'ancien vice-président américain, en quatrième position. Mais pour le Israël Hayom, qui a largement couvert au cours des derniers jours ses premières primaires présidentielles, le grand vainqueur est incontestablement le président américain Donald Trump, qui a obtenu dans ce pays le mandat des Républicains et donc il a emporté très largement. Le Yediot Aharonot ce matin accorde une place importante en première page et en page d'intérieur aux sanctions prises hier par l'armée israélienne à l'adresse des responsables d'une carence, on va dire, très problématique. L'inondation de plusieurs hangars dans la base aérienne de Hatzor il y a un mois, lors d'une très forte perturbation des pluies diluviennes, s'était abattue sur cette région, faisant sortir de son lit une rivière d'ordinaire paisible, la rivière Daïla. Les eaux avaient inondé plusieurs hangars semi-souterrains qui abritaient des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne, leur causant des dégâts pour un montant total estimé à quelques 30 millions de shekels. Hier, à la suite de la publication du rapport d'enquête sur cette affaire, le commandant de la base militaire en question a endossé sa pleine responsabilité. Il a demandé à mettre fin à ses fonctions, ce qui lui a été accordé par le commandant en chef de l'armée de l'air, le général Amikam Norkin. Un blâme a été inscrit dans le dossier du commandant de l'escadrille, dont la plupart des avions ont été endommagés. Les journaux nous montrent ce matin des photos assez impressionnantes de ces avions de chasse quasiment noyés. C'était donc il y a quelques semaines à peine. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse en disant un mot sur l'épidémie de coronavirus qui est bien sûr mentionnée dans la presse israélienne, mais en nous focalisant sur Israël. Les autorités médicales israéliennes insistent sur le fait qu'il n'y a toujours pas d'Israélien qui a contracté le virus, mais le message plus inquiétant que l'on peut lire ce matin dans tous les quotidiens israéliens, c'est que rien ne pourra de facto empêcher au bout du compte que l'on découvre un malade israélien souffrant de ce virus. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.